Le brouillard venait de s'effacer sur la baie de San Francisco, et l'île d'Alcatraz apparaissait soudain au loin, cernée de bleu. Le vent chaud sentait bon la mer, et l'on entendait le cliquetis Le vent chaud sentait bon la mer, et l'on entendait le cliquetis des drisses sur les mâts des voiliers amarrés. Jonathan inspira de toutes ses forces. Il aimait ce moment des jours d'été où la brume matinale se dissipe comme par magie, cédant la place à un soleil radieux, inconcevable, quelques secondes plus tôt. Il était plutôt rare qu'il vienne le dimanche sur les quais, un peu trop touristique à son goût, mais ce jour-là, il s'était senti attiré malgré lui. Il est vrai qu'il détestait les fins de semaine sans sa fille, quand la dure loi du week-end sur deux le laissait seul, très seul. Mais il avait pris l'habitude de sortir les rares jours de Sunday Streets. Toute une partie de la ville devenait piétonnière, les rues enfin offertes aux promeneurs et aux cyclistes. Le début de matinée avait été pénible. Il avait dû arracher à la main le trèfle dans le jardin derrière la maison et pulvériser du sulfate de fer côté rue pour éradiquer la mousse. Autour de lui, sur la jetée, les ballots affluaient dans une insouciance positive et conviviale. Les enfants sautillaient, éclataient de rire, léchaient des glaces énormes qui dégoulinaient le long des cornets. Le parfum iodé de la brise marine était interrompu, çà et là, par des effluves de gaufres ou de beignets chauds émanant des échoppes avoisinantes. Des bribes de conversation résonnaient dans un joyeux brouhaha. Le flot des passants le conduisait tout naturellement au coin de la jetée d'où l'on apercevait des phoques amassés sur les îles flottantes. Il les avait déjà vus 100 fois, mais ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil lorsqu'ils passaient à proximité. Leurs coups luisants étaient agglutinés les uns contre les autres, comme ceux des touristes moites. Qui se pressaient sur le garde-corps pour les observer. Les premiers demeuraient totalement indifférents au voyeurisme des seconds. Il ne put s'empêcher de se demander qui serait responsable si la balustrade venait à céder sous la pression, précipitant les curieux dans l'eau froide du Pacifique. L'entreprise l'ayant fabriquée, l'installateur, ou les gérants de Pier 39 qui avaient fait de cette jetée un espace commercial attirant les foules. Depuis qu'il vendait des assurances auprès des commerçants de la région, son esprit était pollué par ce genre d'interrogation. Une vraie déformation professionnelle. Il poursuivit son chemin en suivant le quai, frôlé de temps à autre par un jeune enrôleur. Un petit groupe de jazz au cuivre étincelant reprenait un standard de Sidney Beckett. Un peu plus loin, un homme d'une soixantaine d'années tapotait nerveusement les poches de ses vêtements. « Il n'est plus là, dit-il, il n'est plus là !»« Quoi ?» demanda une femme à grosses lunettes qui se trouvait à ses côtés. « De quoi tu parles encore ? Mon portefeuille, il a disparu !»« T'as dû le laisser à l'hôtel, tu oublies tout en ce moment. »« Mais non, je l'avais, j'en suis sûr. Ah, il est là, dans ma poche arrière, dit-il en palpant sa fesse gauche. Tu perds la tête, mon pauvre ami. Jonathan regardait le vieux couple d'un air attendri. Il était peu probable qu'ils connaissent un jour ce genre de relation. Angela et lui étaient restés ensemble pendant 7 ans, et lorsqu'elle l'avait quitté, lui reprochant à tort de l'avoir trompé, il avait ressenti un véritable choc, une période d'abattement, puis de solitude, et de manque. Le tintement de la sonnette d'une bicyclette le tira de ses pensées. Les voitures bannies des rues, les piétons et les cyclistes reprenaient leurs droits, s'appropriant gaiement la chaussée. Les feux tricolores avaient capitulé, clignotant désespérément à l'infini. Au fil du temps, la foule devenait de plus en plus dense, sillonnant les rues,
répandant sa bonne humeur dans les moindres recoins de la ville. De temps en temps, Jonathan jetait un coup d'œil à son portable pour surveiller l'arrivée d'emails ou de SMS. Les commerçants réglaient parfois leurs problèmes administratifs le dimanche et lui envoyaient alors un email. Même s'il l'importunait parfois, ses contacts atténuaient en lui le douloureux sentiment d'être seul. Avoir l'esprit affairé est un bon moyen pour éviter de penser à ses problèmes, se disait Jonathan. À défaut d'être heureux, il était occupé. Il avançait tranquillement quand son attention fut attirée par un attroupement particulièrement animé. Une danseuse entraînait avec elle une bonne centaine de participants sur une musique rythmée diffusée par de hautes enceintes. Elle est douée, n'est-ce pas lui souffla une dame âgée qui portait un chapeau rose à large bord. C'est Babette, une Française. Elle vient ici chaque Sunday Street. Et elle en entraîne toujours plus de monde avec elle. Quelle énergie! Jonathan avait lui aussi des origines françaises par sa mère. Il était né en Bourgogne, où il avait vécu une partie de son enfance, dans le petit village de Clunisois. Son père, un Californien pure souche, y avait appris les secrets du métier de viticulteur en travaillant pour un château réputé. Il y avait rencontré celle qui allait devenir sa femme. Quelques années plus tard, la famille était venue s'installer dans le comté de Monterey, au sud de San Francisco, où ils avaient repris un domaine viticole en perdition. Une décennie de labeur avait permis de remonter lentement la pente, et leur vin avait fini par acquérir une certaine réputation. Puis, un jour de mars, une tornade dévasta complètement les vignes. Mal assurée, la propriété avait été condamnée à la faillite. Son père ne s'en était jamais remis. Les joyeux danseurs parvenaient à coordonner parfaitement leurs mouvements, tous ensemble. On aurait dit que quelque chose les reliait. Jonathan sentit monter en lui l'envie de les rejoindre, de se glisser parmi eux et de se fondre dans le rythme prenant de la musique. Il hésita un peu, par une sorte de timidité déplacée, puis ferma les yeux, sentant les percussions vibrer dans son corps. Il allait se décider à franchir le pas, quand on saisit sa main. Il eut un mouvement de recul, tout en ouvrant les yeux. Une jeune femme se tenait devant lui, serrant doucement sa main entre ses doigts fins et mat. Une bohémienne, fluette, elle disparaissait presque dans les replis de ses vêtements sombres. Je veux lire ton avenir. Elle le fixait Elle le fixait de ses beaux yeux noirs, regard dense, profond, bienveillant, sans être souriant. Autour d'eux, la foule les frôlait en défilant. Le regard de la jeune femme descendit alors sur la main de Jonathan. Ses doigts chauds et doux écartèrent lentement les siens, d'une douce pression qui ressemblait à une caresse. Il se sentit troublé par la sensualité de son toucher. Elle se pencha légèrement sur sa paume. Il se laissa faire, immobile, savourant presque ce contact obligé. Et aussi, bien sûr, curieux de savoir ce qu'elle allait lui prédire. Le visage impassible de la bohémienne avait des traits réguliers, de longs cils noirs à peine recourbés, et ses cheveux noirs, épais, étaient joliment tirés en arrière. Subitement, ses sourcils se froncèrent, et des plis se formèrent sur son front. Elle redressa lentement la tête, la mine défaite. Jonathan capta son regard, totalement changé, et cela lui glaça le sang. Elle-même avait l'air décontenancée, très perturbée. Qu'est-ce qu'il y a? Elle secoua la tête et relâcha sa main muette. Qu'est-ce que tu as vu? Le visage fermé, elle recula en baissant les yeux. Jonathan se sentait très mal. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi! Elle regardait fixement devant elle. Sa bouche tremblait imperceptiblement. Tout va. Tout va. Oui, tout va. Soudain, elle tourna brutalement les talons et s'enfuit. Attends-moi, Lisa! Cria alors une voix forte parmi les passants. C'était une autre bohémienne, au physique beaucoup plus imposant. Mais la dénommée Lisa fuyait, se glissant entre les gens, avec la souplesse d'un chat. Jonathan s'élança à son tour
Mais, à cet instant, un vélo lui coupa la route, immédiatement suivi d'un autre. Une famille complète défila la bicyclette devant lui, sans laisser le moindre espace. Il fulmina, mais s'efforça de ne pas la quitter des yeux, angoissé à l'idée de la perte de vue. Il était au bord de la panique, il fallait absolument qu'il la rattrape, absolument qu'il sache. La voie libérée, il se jeta à sa poursuite. La bohémienne était déjà loin, il ne l'apercevait plus que par intermittence. Dans la mêlée de corps et de que par intermittence, dans la mêlée de corps et de visage. Il... il sentait la partie perdue, mais il voulait y croire. Il fallait qu'il la rattrape, il le fallait, coûte que coûte. Il fonça, joua des coudes, força le passage comme un fou. Les protestations fusèrent, il ne se retourna même pas, les yeux visés sur la silhouette fluide, de peur qu'elle ne disparaisse. À un moment, il eut l'impression de se rapprocher, et il accéléra encore l'allure. Soudain, le bras puissant d'un homme fort le repoussa violemment en arrière. Oh, vous allez renverser quelqu'un! Il ne répondit pas, et plongea entre deux touristes japonais. Il ne se redressa que quelques mètres plus loin. Où était-elle? Où était-elle? Il scruta frénétiquement la foule. On le bouscula, on s'excusa, et fouilla des yeux la mer de visage. Vite! Soudain, une longue natte de cheveux noirs émergea sur la droite. Il se jeta de toutes ses forces dans sa direction, les bras en avant pour mieux se glisser entre les gens. Il cria pour prévenir. Qu'il se pousse, bon sang! Soudain, il vit son profil. C'était bien elle. Il, il se projeta dans sa direction, il courut, il zigzaga, et finit par se rapprocher. Il se lança en avant et lui saisit le bras. Elle se retourna vivement et lui fit face. Le fusillant de ses yeux. Jonathan était totalement hors d'haleine. Elle semblait aussi essoufflée que lui. La sueur perlait sur son visage, soulignant ses yeux noirs. Ses narines se soulevaient au rythme de sa respiration saccadée. Dis-moi, j'ai le droit de savoir. Elle continua de le fixer, haletante, mais désespérément, bouche, mais désespérément, bouche cousue. Je veux savoir ce que tu as vu, dis-le-moi. Il la tenait fermement, les passants dont il entravait la marche les ballottaient par moments. La jeune femme ne scillait pas. Jonathan ne savait plus quoi faire. Dis-moi combien tu veux et parle. Elle resta silencieuse. En désespoir de cause, il accentua fortement la pression sur son bras. La douleur embua légèrement ses yeux, mais elle continua de le toiser en silence. Interdite, il serra encore. Ses lèvres restaient désespérément jointes. Dégoûté, il réalisa qu'elle ne parlerait jamais. Leurs yeux restèrent vissés les uns dans les autres, sans issue. Il finit par lâcher son bras. Étonnamment, elle ne bougea pas et resta là, face à lui. Il était désemparé. S'il te plaît. Elle ne le quitta pas des yeux. La cohorte des passants s'ouvrait devant eux, puis se refermait, les encerclant dans leur cortège. Jonathan continuait de la regarder, sans plus rien demander. D'ailleurs, il n'attendait plus rien. Au bout d'un moment, elle prit lentement la parole, à- comme à regret. Tu vas mourir. Puis, elle se retourna et disparut dans la foule. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous annonce votre mort. La prédiction la prédiction en forme de sentence avait secoué Jonathan. Il s'était retrouvé seul, abasourdi, au milieu de ce troupeau de passants exaspérants de bonne humeur. Dans la soirée, sa raison avait progressivement repris le dessus. Jusqu'à ce jour, il n'avait jamais accordé la moindre attention à ces diseuses de bonne aventure. Pas plus qu'aux voyantes, cartomanciennes et autres astrologues. Il mettait d'ailleurs tout ce petit monde dans le même sac, celui de ceux qui misent sur la crédulité des pauvres gens pour se faire de l'argent, à leurs dépens. Lui, Jonathan Corot, avait fait des études et s'estimait raisonnablement intelligent. Ne fallait-il pas être stupide pour prêter le moindre crédit à ces sornettes? Allez, ne surtout pas se laisser déstabiliser. Ne surtout pas se laisser déstabiliser, se répétait-il en boucle depuis des jours. Mais quelque chose clochait dans le raisonnement qu'il avait élaboré pour se rassurer. La parole de la bohémienne ne pouvait pas avoir été dictée par une motivation financière. Elle s'était enfuie sans rien réclamer. Ne plus y penser.
Dès qu'il sentait venir en lui un début d'appréhension, il parvenait à détourner son attention en lisant les news sur son smartphone ou en se plongeant dans ses emails. Rêver à ses projets était aussi un bon moyen de penser à autre chose. Son projet de déménagement, par exemple. Dès que ces résultats lui permettraient de se verser un meilleur salaire, il louerait une maison un peu plus grande pour que Chloé ait sa chambre quand elle lui rendrait visite. Il en avait marre d'ouvrir et de fermer le canapé lit du salon. Après quoi, il pourrait songer à changer de voiture, l'occasion de se faire un peu plaisir. Le troisième matin, il se leva avec une douleur à la tête, localisée et assez forte. Il suffit de quelques secondes à son esprit fébrile pour faire le lien. L'inquiétude le prit. Il le tarauda. Et le tarauda. Une demi-heure plus tard, il décrocha son téléphone. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Stern. Un instant, je regarde ses disponibilités, répondit une voix féminine aussi professionnelle qu'impersonnelle. C'est une urgence. Un air de piano, mièvre et sirupeux. Il patienta, tandis que l'anxiété continuait de monter en lui. Dans sa tête, les idées jaillissaient, désordonnées. Il se voyait déjà hospitalisé, opéré du cerveau. Au fait, son assurance couvrait-elle bien ce genre d'intervention? Ne quittez pas, j'ai un autre appel. Le piano, encore, dégoulinant de douceur. Par la fenêtre ouverte, il entendait crier Gary, le marchand de muffins. La cour de son arrière-boutique se prolongeait par un carré de pelouse qui jouxtait le jardin arrière de la maison de Jonathan. Pendant les vacances scolaires, ces gamins y passaient le plus clair de leur temps, et Gary leur râlait dessus à la moindre occasion. Les pauvres mômes en prenaient plein la tête pour un rire. Il faut dire que son affaire semblait peu prospère. Malgré la bonne qualité de ses muffins, les clients étaient rares et ses fins de mois devaient être difficiles. Le piano n'en finissait pas. Soudain, Jonathan se reprit. Les maux de tête, il en avait déjà eu dans le passé. Alors pourquoi ça leur met-il cette fois? Et il sentit la colère monter en lui, et finit par raccrocher le combiné. Tout ça était la faute de cette fichue bohémienne. Si elle ne lui avait pas mis ses idées idiotes dans le crâne, il n'en serait pas là. Il était furieux. Furieux contre elle. Furieux contre lui-même de se laisser influencer malgré lui. Comment avait-il pu oser affirmer une chose pareille? De quel droit? Qu'est-ce qu'elle en savait réellement au fond? Hein? Et si vraiment il devait mourir, ce serait quand? C'est la seule chose qui compte, non? Il sortit prendre son petit déjeuner à l'extérieur. Besoin de se changer les idées, avant de retrouver ses associés, même s'il n'avait pas beaucoup de temps. Dehors, l'air était encore frais. Il respira profondément. L'une des dernières choses gratuites en ce bas monde. Il trouverait bien un moyen de nous le facturer. Le jour où on serait obligé de le purifier, par exemple. Il se félicita d'avoir signé la pétition en ligne pour demander l'interdiction des véhicules les plus polluants. Pour faire vite, il se rendit chez Gary's. En entrant, il fut saisi par l'odeur de grains de café fraîchement torréfiés. L'ambiance était triste ou nette. Un seul autre client, dans un coin, mais les muffins y étaient bons, bien que petits pour le prix. Gary s'approcha en silence et grommela un bonjour à peine audible. Ses petits yeux, un peu plissés, étaient surmontés d'épais sourcils noirs, toujours froncés, tandis que sa bouche se dissimulait sous une barbe qui le faisait ressembler à un gros ours. Il prit sa commande, aussi peu loquace que d'habitude, et avare en sourire. Chez lui, le manque de générosité se déclinait sur tous les plans. Perché en haut d'un mur de briquettes rouges, un écran diffusait le visage de la journaliste de CNN qui interviewait Austin Fisher, le champion de tennis. Il remportait le tournoi, il pulvérisait le record absolu du nombre de victoires du Grand Chelem. La pression était donc forte, impliquait la journaliste d'un ton un peu pinçant. Surtout qu'Austin Fisher n'avait encore jamais réussi à s'imposer à Flushing Meadow, où la surface rapide ne lui était pas favorable, rappelait-elle en appuyant malicieusement là où ça fait mal.
Jonathan fixa le visage combattant du champion dont la silhouette envahissait maintenant l'écran. Le logo Knight imprimé un peu partout sur les vêtements, il reconnut tout de suite les images d'un match rediffusé prises lors de sa dernière victoire. Rarement souriant, il avait un jeu d'une cruelle efficacité qui lui donnait un côté implacable. C'est peut-être pour ça qu'il ne suscitait guère l'enthousiasme des supporters, malgré le formidable dépassement de soi qu'il incarnait. En mangeant un muffin, Jonathan réalisa soudain que son mal de tête avait disparu. À la fin du petit déjeuner, sa décision était prise. Il retrouverait la bohémienne et lui demanderait les explications qu'elle lui devait. Il n'y a rien de pire que l'incertitude et le flou. L'esprit s'en empare et cherche désespérément les réponses qui lui manquent. Il n'avait pas l'intention de passer le reste de sa vie à cogiter comme un fou, ni à vivre dans la peur sans raison. Le week-end prochain, il en saurait plus. Il régla l'addition et contrôla la monnaie rendue. La fois d'avant, il avait failli se faire avoir, car il lui avait rendu sur 5 $ au lieu de 10. Jonathan se demandait s'il ne l'avait pas fait exprès. Le reste de la semaine se passa sans souci. Il se consacra à son travail, se battant au quotidien pour atteindre les objectifs de ses associés, les objectifs que ses associés et lui s'étaient assignés. Cela aurait le mérite de clouer le bec de Michael, qui lui avait dit un jour, à moitié mort de rire, si j'étais un chien, ta tête m'inspirerait pas confiance, régulièrement. Cette phrase surgissait du passé. Il revoyait la scène et elle tournait en boucle dans son esprit, qui s'emplissait alors du désir de revanche. Battre Michael devait être possible en travaillant sans relâche. Le vendredi venu, Jonathan réalisa soudain que la garde de Chloé l'empêcherait de retourner voir la bohémienne ce week-end. Inconcevable de l'emmener avec lui, et pourtant, il ne se sentait pas capable d'attendre plus longtemps. Il fallait qu'il la voie, qu'il lui parle. Il n'avait pas le courage de se tourmenter 8 jours de plus. Il finit par décrocher son téléphone. Angela, c'est moi, Jonathan. Silence au bout du fil. Allô, dit-il. Je t'écoute, Jonathan. J'ai un petit souci, Laisse-moi deviner, t'es pas libre ce week-end? Non, mais si, enfin... Va droit au but, Jonathan, j'ai affaire. Les plantes m'attendent. Je voudrais juste te ramener Chloé plus tôt que prévu, dimanche. Silence. Un soupir à l'autre bout du fil. Jonathan n'insista pas. Le week-end arriva. Du haut de ses 7 ans, Chloé déversa comme à l'accoutumée de sa bonne humeur dans la petite maison. Samedi, ils partirent pour Stinson Beach. Le vent avait soufflé assez fort la nuit précédente, et les vagues, un peu plus grosses que d'habitude, se fracassaient sur le sable en pulvérisant des embruns à l'odeur salée. Elle passa la matinée à jouer sur la plage, creuser une piscine dans le sable, faire des châteaux et, son jeu préféré, courir dans l'eau en sautant à l'arrivée de chaque vague. Papa, viens jouer! Plus tard, ma chérie. Il l'observait du coin de l'œil, tout en répondant à des emails de clients. S'il les laissait s'accumuler, ça deviendrait ingérable. Allez, papa! Elle finit par réussir à l'entraîner au bord de l'eau, et elle se suspendit à son cou en hurlant. L'éclaboussant de cette eau atrocement froide. Ses rires couvraient les protestations de Jonathan. Ils s'installèrent sur la terrasse de Parkside Café pour déjeuner, à l'ombre d'un grand pin parasol qui diffusait le parfum de ces millions d'épines chauffées au soleil. Puis Chloé se précipita vers l'aire de jeu d'en face. Viens avec moi, supplia-t-elle. Vas-y, je te regarde. Il s'assit sur un banc, enviant la joie de vivre de sa fille et son insouciance. Il la regarda jouer et essaya de profiter de ce moment. Mais comment se détendre quand on est l'esprit encombré de 1001 choses à faire dont on ne sait
dont on sait qu'elles s'accumulent pendant qu'on reste là, immobile, inactif. Elles se rappelaient à lui comme des aiguillons sous forme de pensées furtives qui l'assaillaient. L'une après l'autre, la cave à ranger, les milliers de photos à dupliquer et sauvegarder avant qu'un incident ne les détruise, les courses à faire, penser à racheter du sopalin, profiter de l'été pour repeindre les volets avant qu'ils ne pourrissent, laver la voiture, arroser le jardin, et bien sûr arracher les trèfles dès qu'ils repousseront. Ah! Et puis oui, bon sang, répondre à Tati Margie, qui lui avait adressé ses nouvelles dans une jolie lettre manuscrite, comme on n'en fait plus. Ça faisait bien un mois, la honte. Soudain, l'image des bohémiennes traversa son esprit. Il les imaginait, officiant vers la jetée, devant Pier 39. 8 jours de plus à patienter. Cruelle attente. Allez, papa! Jonathan secoua la tête, se forçant à sourire. Avec toutes ses préoccupations, comment aurait-il pu jouer avec sa fille? Mais Chloé ne le lâcha pas. Elle s'approcha de lui. Alors, raconte-moi une histoire. Bon, ok. Ouais, ouais, génial. Elle lui sauta au cou. Alors Euh, alors, c'est l'histoire. À ce moment, le téléphone sonna. Le numéro d'un prospect qu'il cherchait à joindre depuis 2 jours. Ma chérie, 1 minute, c'est un appel important. Surtout pas de bruit, hein. Chut. Le lendemain, ils partirent faire du vélo au bord de l'eau. Arrivés à Lombardsgate, ils bifurquèrent vers l'ouest, tournant soigneusement le dos à la jetée maudite. Ils prirent la promenade du Presidio, glissant entre les jolies maisons de la côte et les grands conifères se détachant sur le ciel. Ça sentait bon l'air marin. L'océan s'étendait d'un bleu saphir à perte de vue, à peine ridé par les douces ondes du vent. De temps à autre apparaissait la silhouette élancée du Golden Gate, comme si un peintre malicieux s'était amusé à refermer la baie d'un coup de pinceau orange. Chloé pédalait à toute vitesse sur son petit vélo, ravie, débordante d'un bonheur contagieux, avec aux lèvres un large sourire qui emplissait de joie Jonathan. Il en parvenait à oublier la prophétie révoltante qu'on lui avait faite. Mais soudain, au détour d'un des nombreux virages de la piste, apparut le National Cemetery, et la vision de ces milliers de croix blanches dont on avait saupoudré les collines lui plomba brutalement le moral pour le reste de la promenade. Il ramena Chloé chez sa mère, à l'heure habituelle, précisément. Comme chaque fois, il lui sourit pour cacher l'habituelle déchirure de la séparation. Il attendit que la porte de la petite maison jaune se referme, puis démarra en hâte. 19h01. On ne sait jamais. Les touristes auraient sans doute déjà quitté la jetée pour rejoindre leur hôtel, et les promeneurs du dimanche, leur maison familiale, mais ça valait le coup de tenter. L'action soulage l'angoisse. Il lutta contre la tentation d'un excès de vitesse. Il n'avait assurément pas envie de se payer un PV. Puis tourna nerveusement un bon quart d'heure pour se garer dans le quartier du port. Il courut vers la jetée, l'estomac noué. Il avait une sorte de trac, et plus il s'approchait de la place, plus les muscles de ses jambes se raidissaient. Contre toute attente, l'endroit était encore bondé de promeneurs, profitant de la douceur du soir. Il monta sur un banc pour balayer les lieux des yeux, de long en large, à plusieurs reprises. Pas de trace des bohémiennes. Il traversa la place, fouillant la foule du regard, cherchant les longs cheveux noirs, scrutant les visages. Rien. Il remonta la jetée jusqu'au bout, puis revint en longeant l'autre quai. Il était sur le qui-vive, à l'affût. En vain. La frustration montait lentement en lui. Il se dirigeait vers un glacier ambulant. Qu'est-ce que je vous sers demanda le gars, la cinquantaine, mat de peau, et les cheveux corbeaux, raides et mal coupés, qui retombaient sur son visage. Juste une question, est-ce que vous avez vu les bohémiennes aujourd'hui? Vous savez, celles qui lisent dans les lignes des mains? Le gars plissa les yeux. Qu'est-ce que vous leur voulez? Dit-il d'un air suspicieux.
L'une d'elles m'a prédit mon avenir et je voulais en savoir un peu plus. Je voudrais juste une deuxième, une deuxième séance. Vous les connaissez? L'autre le dévisagea en silence, un instant. Elles étaient là cet après-midi. Je sais pas où elles sont maintenant. Elles viennent tous les week-ends? Je gère pas leur emploi du temps, moi. Madame, quel parfum? Jonathan resta quelques instants à étudier la foule, puis il prit à contre-cœur le chemin de sa voiture. Il rentrerait, il retenterait sa chance le week-end prochain, mais au fond de lui, il n'y croyait plus. Il sentait déjà qu'il allait devoir apprendre à lâcher prise, oublier cette prédiction stupide qui ne prouvait rien. Si les lignes de notre main disaient des choses sur notre vie, les scientifiques le sauraient depuis longtemps, non? Mieux valait oublier tout de suite ces bêtises, tourner la page. Il repensa soudain à John, ce copain de fac qui, muni d'un pendu, lui avait prédit un fils. Il ne put s'empêcher de sourire à cette idée, et c'est alors qu'il la vit, à quelques pas devant lui. Non, pas celle qui avait lu dans sa main, mais l'autre, plus forte et plus âgée, qu'il l'avait appelée Lisa, alors qu'elle s'enfuyait. Il rebondit littéralement sur elle. Votre copine, où allez? Je veux la voir! Elle ne se laissa pas intimider et le toisa d'un regard dur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Dit-elle d'un ton très rustre. Tu as déjà vu, ma sœur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sans attendre de réponse, elle s'empara brusquement de sa main et écarta ses doigts. Il se crispa, mais laissa faire. Elle t'a déjà dit, Lisa, fit-elle en relâchant son ménagement. Tu vas mourir, toi, c'est écrit. Qu'est-ce qui vous permet de dire une chose pareille? C'est scandaleux de mettre ça dans la tête des gens. Si t'as pas envie de l'entendre, pourquoi tu reviens? Et qu'est-ce que je suis censé... Et quand est-ce que je suis censé mourir, hein? Quand? Elle le regarda dédaigneusement. Il n'y avait pas la moindre transe de pitié dans ses yeux. Tu devrais déjà être mort, estime-toi heureux, mais tu finiras pas l'année. Maintenant, fous-nous la paix. La violence de ses propos le cloua sur place. Il la regarda s'éloigner complètement abasourdi.